Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, si tu me découvres à travers cette vidéo. Je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un loueur qui est sur la région dunkerquoise, qui fait exactement des Airbnb de luxe. Et je voulais aujourd'hui l'interviewer à ce sujet pour qu'il nous explique comment il gère ses interviews de luxe. Mais si tu veux aller plus loin déjà avec moi, sous cette vidéo, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée, qui va te permettre justement de maximiser ton temps, ton cash et tes réservations avec tes locations. Il y a plus de 2 heures de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le privilège donc d'accueillir la société Locamalo. Et en tout cas, bienvenue à toi. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, salut tout le monde, salut Nico. Bah, écoute, petit détail, ma location. Ma location, Donc, pardon. enfin, peut-être que j'en ferai une deuxième, mais La pour l'instant, prochaine. c'est ma location. Bah, écoute, moi, c'est Jordan, j'ai 27 ans, 28 ans maintenant. Je suis originaire de Dunkerque, comme tu as pu le dire, et je fais de la LCD, alors de la location courte durée, depuis 2017. Donc 2017, comment ça a commencé? Tout simplement, ben, je vivais au Mexique. Donc, ce n'était pas le même cadre que Dunkerque, forcément, hein. Mais je vivais au Mexique et je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup de touristes pour très peu d'offres. Alors oui, il y avait de l'offre hôtelière, mais il y avait très peu d'offres de logement pour les personnes qui souhaitaient justement pas forcément se loger à l'hôtel. Donc, j'ai acheté un premier appartement là-bas. Il se trouve que, alors par chance, je ne sais pas, mais il se trouve que ça a été un gros boom et que j'ai pu faire beaucoup de locations pendant 1 an et demi, 2 ans au Mexique, ce qui m'a permis d'en acheter un deuxième également là-bas. Et ensuite, je suis rentré en France ici et on a décidé justement de monter quelques sociétés avec ma mère. C'est une affaire familiale où justement, voilà, on s'est spécialisé sur la location courte durée, plus précisément la location courte durée haut de gamme. Alors, en tout cas, bah, merci. Alors, effectivement, c'est ma location. Et effectivement, Malo, c'est la partie balnéaire de Dunkerque, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis originaire de cette ville, donc je connais bien ce secteur. Et pourquoi, justement, tu t'es mis dans cette niche des Airbnb de luxe, de haut de gamme? D'ailleurs, je mettrai des photos de tes appartements qui sont franchement sublimes. Alors, pourquoi tu t'es lancé dedans? Parce qu'effectivement, je sais que sur Dunkerque, et puis surtout Malo, toutes les plages qui sont autour de Dunkerque, il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb, pas spécialement du haut de gamme, qui font simplement voilà, du qualité-prix. Pourquoi toi tu t'es mis sur cette niche et est-ce que tu peux nous expliquer ben voilà, quelle est cette exigence, quelle exigence tu as par rapport à cette niche? Parce que je suppose que ça demande un peu plus de travail, en tout cas beaucoup plus d'exigence qu'une location, on va dire Airbnb classique. Forcément. Bah, tout simplement, en fait, quand je suis rentré en 2019 sur Dunkerque, on s'est tout de suite lancé dans le Airbnb. On a acheté un premier appartement, justement, donc pour le louer sur toutes les plateformes, hein, Airbnb, Booking, Abritel, etc. Et ça marchait très bien. C'était un appartement qui avait une vue mer, donc forcément beaucoup demandé. Mais on y avait mis, voilà, pour commencer, on va dire, forcément, premier logement, on prend quelques risques, entre guillemets, parce qu'on se dit, est-ce que ça va fonctionner? On est à Dunkerque, donc on n'est pas forcément à Nice ou à Saint-Tropez. On se dit, je vais tâter le marché et on va voir ce que ça va donner. J'avais fait une étude de marché auparavant et c'est vrai qu'il y avait une forte demande, mais je m'étais dit, voilà, est-ce que ça ne va pas marcher que l'été, plutôt, enfin, que l'été et pas l'hiver, quoi. Donc, du coup, tout simplement, on en a fait un premier et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de demandes. Donc, la première année, énormément de demandes, très bien, superbe année. Je crois qu'on a fini l'année à 89 ou 90% de taux de réservation annuel, donc ce qui est plutôt très bien. Et on s'est dit, bon, on va en acheter d'autres. On va en acheter un deuxième, on va en acheter un troisième, etc. Sauf que forcément, ces dernières années, le concept j'achète un appartement, je le mets en location sur les plateformes Airbnb, Booking, etc., ça s'est extrêmement développé. Ici, on a la chance d'avoir une superbe plage. Je pense que tu la connais. Euh, Effectivement. la ville de Malo et la ville de Dunkerque commencent à vraiment s'améliorer et à devenir très touristique. Et c'est vrai que du coup, ça a augmenté aussi l'offre de Airbnb d'appartements en location saisonnière. Donc, on s'est dit, d'accord, il commence à y avoir beaucoup d'appartements en location, beaucoup d'appartements sur la plage, parce que toutes les personnes qui avaient justement des appartements sur la plage ont décidé de ne plus vivre dans ces appartements ou de ne pas les vendre, mais de les mettre en location saisonnière. Et là, on s'est dit, OK, il y a quand même beaucoup d'appartements sur la plage, il y a une forte demande, il commence à y avoir une offre très forte, mais est-ce qu'il y a une offre pour tout le monde? Et on s'est dit, bon, très bien, la personne qui veut dépenser 80, 100 euros, très bien, avoir un logement, on va dire,
je veux dire, plutôt corrects, mais communs, qui ne sortent pas forcément du lot. Pour ça, il y avait énormément d'offres. Et on s'est dit, bon, bah voilà, il faut aussi peut-être une offre pour des personnes qui ont envie de quelque chose un peu plus haut de gamme, qui vont vouloir se faire plaisir, qui vont vouloir, sur un week-end, voilà, prendre un appartement qui sorte vraiment du lot, pouvoir bénéficier, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'un câble télé haut de gamme avec Disney+, Amazon Prime, Netflix, de pouvoir avoir un jacuzzi ou une baignoire balnéo, de pouvoir avoir un jardin, qui est un luxe aussi ici, quand on a un appartement sur la plage, d'avoir un extérieur aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est justement du coup dédié au haut de gamme. On s'est dit, bah voilà, on va sortir du lot, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas encore proposé. Et effectivement, bah, ça a plutôt bien marché, puisque du coup, on n'a plus la même clientèle, beaucoup plus exigeante forcément, comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui fonctionne aussi parce qu'il en faut un petit peu pour tout le monde. Et justement, tu parles de clientèle, c'est quoi ta clientèle type et quelle est aussi la durée de ton séjour type, dans tes logements haut de gamme? Alors, sur les logements haut de gamme, on est très fortement sur une clientèle allemande et néerlandaise. Donc forcément, comme on n'est pas très loin d'Allemagne, hein, on va dire que la frontière des premiers Allemands qui viennent, ils sont à 5 heures, 5 heures et demie de route. Donc c'est vrai que ça reste tout à fait raisonnable. Et pour les Hollandais, ils sont sur 3 heures et demie de route. Donc disons que ça reste quand même correct. On a beaucoup de personnes aussi qui viennent de Paris et alentours, forcément avec la vie parisienne où, alors j'adore Paris, hein, c'est magnifique, mais tu es entouré de buildings, tu arrives ici, tu es face à la mer, tu te réveilles face à la mer, tu déjeunes face à la mer, etc. C'est sûr que c'est un autre cadre de vie. Et pour le séjour type, bah, écoute, alors on est sur beaucoup de personnes qui viennent pour 2 nuits. C'est beaucoup de couples avec enfants qui veulent se faire plaisir, qui viennent souvent du vendredi au dimanche. Et on a pas mal aussi de tourisme d'affaires. Donc c'est pas mal justement de dirigeants de sociétés, journalistes, ingénieurs, etc., qui viennent sur ces appartements-là et qui ciblent plutôt ce type de bien. Et est-ce que tu as une, saisonnalité ou est-ce que, bah, voilà, globalement, toute l'année, tu as un bon taux de remplissage? En pensant que je pense peut-être que l'été ou à certaines périodes, c'est un peu plus élevé? Ou est-ce que tu as réellement des périodes vraiment creuses où c'est plus compliqué pour toi? On a 2 périodes dans l'année où c'est un petit peu plus bas. Alors il faut savoir qu'on a cette image de Dunkerque qui vit que l'été, la plage, juillet-août. Ça l'était, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, alors on a toujours eu, mais aujourd'hui on a le carnaval qui se développe de plus en plus, hein, qui dure février, mars jusqu'à mi-avril. Donc forcément, on a une forte demande sur cette époque-là. On a une forte demande également à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, où forcément les beaux jours arrivent. Donc les gens profitent de la plage, les gens profitent du soleil, du beau temps. Et on commence à avoir une forte demande aussi sur septembre-octobre, où comme on a beaucoup d'événements sur Dunkerque, beaucoup d'événements, salon du vin et de la bière, salon du chocolat, salon de l'érotisme, salon de l'automobile, forcément, mais du coup, on a pas mal de demandes aussi. Alors, novembre et janvier, on va dire qu'on est sur deux créneaux d'un mois où c'est plutôt calme. Il n'y a pas forcément d'événements, le temps ne prête pas non plus, on reste quand même à Dunkerque, hein, on n'est pas sur la Côte d'Azur, mais ça nous permet aussi à nous de voilà, pouvoir souffler un petit peu, surtout après les grosses saisons estivales qu'on traverse. Et qu'est-ce qui fait que tes logements, sont démarqués et sont réellement haut de gamme? Est-ce que, par exemple, tu fais un accueil physique? Est-ce que, je sais pas, tu fais des ménages tous les jours? Est-ce que tu proposes du petit déjeuner? Qu'est-ce que tout à l'heure, tu parlais, du fait, par exemple, de proposer des services supplémentaires sur la télévision, le fait que peut-être pour certains de tes logements, tu as un jardin. Mais qu'est-ce que toi, tu proposes comme service supplémentaire pour peut-être te démarquer des logements plus classiques sur Airbnb? Alors, il faut savoir que avant de commencer justement le haut de gamme, j'ai fait de la location saisonnière, on va dire basique, hein, donc voilà, vous accueillez la personne, vous lui remettez les clés, vous lui présentez le logement, vous venez à la fin, vous récupérez les clés, ça s'est bien passé, voilà. On était sur un produit plutôt basique au départ, et c'est vrai que ça marchait bien, mais on s'est dit, voilà, quel est le but aujourd'hui? Est-ce que le but, c'est d'avoir 80 logements, que ça devienne, entre guillemets, moins gérable et qu'on perde en qualité? Parce qu'on ne voulait pas perdre en qualité. On voulait augmenter notre chiffre d'affaires, on voulait pouvoir proposer vraiment un service sur mesure, mais on ne voulait pas perdre en qualité sur le service basique. Donc tout simplement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on augmente le nombre de logements ou est-ce que tout simplement sur chaque logement,
on essaye de proposer du sur-mesure. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a décidé donc, avec ma mère, qui est mon associée également. On a décidé justement de pouvoir proposer du sur-mesure sur nos logements. Alors, qu'est-ce que j'appelle sur-mesure? Tout simplement, ils vont pouvoir retrouver des équipements bébés. Ils vont pouvoir arriver plus tôt que prévu. Nous, on a nos arrivées qui sont en général entre 15 et 16 heures. Ils peuvent prendre une option pour arriver dès 13 heures, dès 14 heures. On va trouver également l'offre petit déjeuner, forcément, qui plaît énormément. On a à peu près une dizaine, entre 10 et 15 petits déjeuners par mois, donc ce qui est quand même déjà pas mal. On va retrouver des packs romantiques, des packs anniversaires. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que les packs romantiques et les packs anniversaires? Tout simplement, ils arrivent avec l'appartement décoré sur le thème de leur choix. Donc, ça peut être une surprise pour leur conjointe, ça peut être une surprise pour les enfants sur un anniversaire. Et forcément, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on se démarque. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de loueurs, et ça, on le sait, c'est une réalité, qui mettent le bien en location sur les plateformes Airbnb, Booking, Abritel, et qui achètent les premiers meubles. Alors attention, j'ai rien contre parce que je l'ai fait aussi, je dénigre pas, il en faut pour tout le monde, mais qui vont acheter du Ikea, du Maison du Monde, qui sont de très bonnes marques et qui sont suffisantes pour la location. Mais aujourd'hui, sur une clientèle qui est plus exigeante, on ne peut pas se permettre de mettre du mobilier une chaise à 40 euros, une chaise à 50 euros. Parce que les clients sont plus exigeants, ils payent une certaine prestation, un certain tarif aussi. Et le fait de faire sur mesure, c'est vraiment ce qui leur permet aussi de dire « Ok, on a vraiment apprécié ce séjour-là. Ce séjour-là sort du lot par rapport à nos précédents séjours en Airbnb et on va revenir à cet appartement-là, on va revenir, ou du moins, avec cette hôte-là. » Et justement, pour la personnalisation de l'ensemble de tes biens, en fonction des upsells compris tes clients, c'est toi et ton associé, ta associé qui s'en occupe? Est-ce que tu délègues ça à des prestataires de ménage? Comment tu gères ça? Parce qu'on sait que la logistique, le nerf de la guerre, c'est un peu ça. On sait que la personnalisation, c'est excellent effectivement pour les voyageurs, mais on sait que pour nous, en tant que loueur, c'est compliqué à gérer. Comment toi tu gères ça en termes de logistique? Est-ce que tu délègues, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'envers du décor? Alors, concernant le nettoyage, le ménage, je délègue, mais alors depuis peu, sur les appartements haut de gamme. Pourquoi? Parce que quand vous payez 250, 300, 350, 400 euros la nuit, forcément, la prestation, elle doit suivre derrière. Tu te doutes bien que quelqu'un qui paye 400 euros sa nuit et qui vient 4 ou 5 nuits, il va être très exigeant sur la propreté, très exigeant sur les équipements, forcément, c'est normal. Plus exigeant qu'on va dire une personne qui va louer un appartement à 30 ou 40 euros la nuit. Donc, comment ça se passe? Le ménage, je ne déléguais pas jusqu'à il y a peu. Ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois à peu près que je délègue parce que j'ai vraiment trouvé les bonnes personnes pour pouvoir déléguer. C'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui dans la location saisonnière, trouver ces personnes pour déléguer. Et je cherchais justement des personnes minutieuses, des personnes qui font attention à tout. On a un appartement qui contient une baignoire balnéo, donc forcément, le client qui paye 400 euros sa nuit un samedi, qui prend un pack romantique à 60 euros, on est à 460 euros la nuit. Il ne faut pas qu'il y ait un cheveu dans la baignoire balnéo, à 30 euros non plus. Mais là, le client va être encore beaucoup plus exigeant. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être économisé depuis 2-3 mois pour pouvoir se payer justement ce type de prestation. Donc là, j'ai formé mes prestataires nettoyage à ce que moi j'attendais, aux exigences que moi j'avais justement sur ce type de bien, qui est tout autre que sur un bien lambda, on va dire. Et pour ce qui est de pack romantique, pack anniversaire, etc., vraiment les décorations, ça pareil, je suis en train de les former justement pour qu'elles puissent mettre en place les packs et que moi, ça me délègue du temps aussi pour d'autres choses. Et justement, maintenant que tu délègues cette partie ménage, comment toi, alors tu les as formés, mais comment tu contrôles que justement ta démarche qualité soit bien mise en place, que tout fonctionne bien par rapport à ça? Est-ce qu'elle t'envoie des photos, des vidéos? Comment vous gérez ça? Alors en fait, une fois que le client est parti, alors sur les biens les plus haut de gamme, je fais l'arrivée et le départ parce que justement, comme je te disais, c'est des gens qui vont arriver jusqu'à payer 400, 450 euros la nuit. Donc j'estime qu'à ce prix-là, il faut qu'il y ait également un accueil plus physique plutôt qu'une boîte à clés ou une serrure connectée. J'ai rien contre, je l'utilise sur d'autres logements et je trouve ça génial. C'est un gain de temps aussi et pour le voyageur et pour l'hôte. Mais c'est vrai que sur des appartements comme ça, 400, 450 euros, les gens vont rechercher justement
cet accueil, ils vont rechercher cette présentation du logement, la présentation des activités à faire aussi en dehors. Donc, justement, ben voilà, je délègue actuellement le nettoyage. Donc, elles arrivent après le séjour d'un client. Donc, une fois que j'ai fait le départ, elles arrivent, elles me prennent tout en photo s'il y a de la casse, s'il y a des dégradations, s'il y a des taches, des choses comme ça. Elles m'envoient les photos. Ensuite, moi, je fais le nécessaire. Donc, comment ça se passe? Soit je fais le nécessaire avec une entreprise de nettoyage qui, par exemple, désinfecte les canapés, détache les canapés. Si vraiment on est sur des tâches où voilà, la femme de ménage ne peut pas l'enlever avec, on va dire, du vinaigre ou avec de l'eau, là, je fais appel justement à un prestataire de nettoyage, vraiment une société de nettoyage spécialisée dans ça. Mais c'est quelque chose qui arrive très rarement. Alors, je ne dis pas que l'argent fait que les gens respectent plus, parce que ce n'est pas vrai. Mais sur des clients qui payent 400, qui payent 450 € la nuit, c'est des clients qui vont venir et qui ne vont pas forcément arriver à 14 heures, utiliser la cuisine tout le séjour, utiliser 10 fois la balnéo, utiliser 10 fois le jacuzzi. Tu vois, c'est des clients qui vont venir, voilà, ils veulent un appartement haut de gamme, mais par contre, à côté de ça, ils vont venir 1 ou 2 nuits, ils vont aller au restaurant. Le lendemain matin, ils vont prendre un petit déjeuner en extra. Et voilà, ils n'ont pas envie de s'embêter. C'est des gens qui viennent 1 ou 2 nuits, ils n'ont pas envie de s'embêter. Et c'est aussi pour ça que du coup, les appartements en général sont rendus quand même très propres. Et justement, tu parlais de petit déjeuner. Comment toi, tu gères cette partie petit déjeuner? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place avant l'arrivée des voyageurs et puis le lendemain matin, donc ils ont ça peut-être au frigo, et cetera? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient leur déposer à une heure précise le lendemain matin? Alors, c'est un de mes prestataires du coup de ménage que je rémunère en plus forcément pour ces services-là, qui ramène le petit déjeuner. Donc, en fait, si tu veux, quand ils réservent, moi, je leur envoie la liste des extras. Ils ont un lien avec la liste de tous les extras qu'ils peuvent commander. Ils commandent leur extra, ils payent directement par carte bleue. Et ensuite, le jour de leur arrivée, on en parle. Voilà, pour le petit déjeuner demain, à quelle heure vous souhaitez, pour le petit déjeuner après-demain, à quelle heure vous souhaitez, etc. C'est un pack petit déjeuner. Je ne fais pas de petit déjeuner par contre sur mesure. C'est un pack petit déjeuner comme un brunch. Et en fait, en fonction de ça, j'envoie à mon prestataire. Bon, ben voilà, j'ai besoin d'un petit déjeuner à telle heure demain, tel appartement, et la personne vient leur déposer. Et tout à l'heure, tu disais effectivement, tu as raison, hein, lorsque tu fais de la location haut de gamme, les gens sont beaucoup plus exigeants et à juste titre. Comment tu gères les problèmes de maintenance, quand il y a des choses à corriger pour le soi-même? Est-ce que tu as une équipe dédiée à ça? Est-ce que tu as des artisans avec qui tu as des partenariats pour que justement, bah, la personne, qui a peut-être quitté ton logement ce matin à 10 heures ou à 11 heures et un nouveau qui arrive à 14 heures 15 heures, le délai est très court pour pouvoir régler des problèmes techniques. Comment toi tu gères? Je pense que ça doit être aussi le nerf de la guerre pour toi. Alors, ça a été très, très compliqué au départ, parce que forcément, des choses comme changement d'ampoule, remettre une prise, etc., c'est des choses basiques. Donc ça, je pouvais le faire moi-même ou l'expliquer à mon prestataire. Mais c'est vrai que sur des choses un peu plus complexes, une télévision qui ne fonctionne plus, des choses comme ça, forcément, là, c'était plus compliqué. Et moi, je ne pouvais pas me dédouaner, c'est-à-dire être sur un appartement, venir sur un autre, repartir sur un autre, etc. Ce n'était pas possible. Donc, en fait, à force de faire des travaux, parce que dans chaque appartement, ils ont été complètement refaits justement sur un but de faire du haut de gamme, j'ai composé une équipe. C'est-à-dire que j'ai trouvé un électricien, j'ai trouvé un plombier, j'ai trouvé une personne, Jean-Michel d'ailleurs, que je salue, que j'appelle un homme à tout faire, qui sait un petit peu toucher à tout. Une personne également, s'il y a un souci sur tout ce qui est Internet, sur tout ce qui est réseau, pour pouvoir justement tout rebrancher ça, etc. Parce que l'électricien va savoir pas mal de choses, mais sur l'Internet, il ne va pas forcément être aussi calé qu'une personne justement qui a travaillé dans la fibre ou ces choses-là. Donc en fait, j'ai composé petit à petit mon équipe. Alors ça a mis 1 an et demi. Hein. Forcément, ce n'est pas une équipe qui se fait en 3 jours où on poste sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai besoin d'un électricien, un plombier pour composer mon équipe. Mais voilà, c'est des gens que j'ai vus travailler au fur et à mesure dans mes logements où j'ai été vraiment satisfait de leurs prestations. Et derrière, voilà, je leur ai proposé à l'année de travailler pour moi. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que dès que j'ai un petit pépin sur un départ de client, et bien justement, eux sont disponibles pour venir tout de suite ou 1 heure et demie après, régler le souci et ce qui permet justement que les prochains clients ne soient pas impactés sur les soucis qu'ont connus les précédents. OK, très bien et donc on a parlé de la partie ménage, on a parti la partie, maintenance, l'accueil physique que tu fais, les upsells.
Et sur la partie blanchisserie, est-ce que c'est tes prestataires de ménage qui s'occupent de cette partie-là ou est-ce que tu as délégué ça à une blanchisserie professionnelle? Alors, pour tout ce qui est serviettes de bain, torchons, c'est moi qui les fais parce que c'est pas encore trop de travail. On met au lave-linge, on met au sèche-linge. Honnêtement, pendant le temps où pendant le temps où on effectue le nettoyage, où j'effectue des vérifications, etc., soit mes prestataires de ménage mettent le linge à laver, soit je le récupère, je le mets à laver, 1 heure après, c'est fini. Et ce sont mes prestataires nettoyage, justement, qui l'enlèvent, qui le rangent. On a acheté que des lits-coffres, justement, pour pouvoir ranger tout ce qui est serviettes, etc., pour une question de praticité. Et du coup, c'est vrai que pour ça, ça me permet aussi de déléguer. Alors, j'en fais un petit peu quand il y en a beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'on a 6 logements, donc forcément, 6 logements pour en général 4 personnes, ça fait beaucoup de serviettes aussi pour faire une seule machine. Mais voilà, je délègue une partie, je prends une partie, et voilà. Ok. Et Et on donc, a, je précise aussi, dis-moi. et on a un pressing également, parce qu'il faut savoir qu'on met que des lits king size, donc minimum queen size, maximum king size, donc 1m60, 1m80 sur 2 mètres. Donc forcément, faire du repassage et laver des draps de cette taille-là, c'est juste pas gérable quand on a 15 ou 20 draps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les donne à un pressing. On a fait un partenariat avec un pressing, on a fait un contrat justement, et voilà, eux, pour un certain montant, 10 housses de couette, 10 draps housses, etc. Et on les récupère, laver, repasser. Au moins, il n'y a plus qu'à ranger. Ok, très bien. Et dernière question, est-ce que justement de cette activité, toi, tu arrives à te sortir un salaire, à en vivre, ou est-ce que tu as une autre activité à côté? Est-ce que voilà, le fait de faire du haut de gamme, ça te permet justement de te sortir un revenu comme tu le souhaitais pour être libre et de gérer simplement ton entreprise? Alors, au départ, quand j'ai commencé la location, comme je faisais plutôt de la location, on va dire commune, basique, sans service extra, etc., j'en vivais pas. Donc, c'est-à-dire que j'avais mon travail de commercial à côté et j'avais 2 logements que je gérais avec des boîtes à clés, avec un prestataire nettoyage, etc. Et où là, bon, j'avais mon métier à côté. Maintenant, effectivement, le haut de gamme, comment je me suis vraiment fait lancer dans le haut de gamme? Je me suis dit, d'accord, je loue des nuits à 50, 60 euros, j'ai quelques soucis, j'ai pas forcément la clientèle que je recherche parce que je recherchais plutôt une clientèle étrangère, plutôt une clientèle d'affaires. Et à 50, 60 euros, bon, j'avais des clients très bien, mais comme des clients un peu problématiques. Et je me disais, bon, c'est bien, j'arrive à bien louer, ça part bien, ça se loue bien. Mais aujourd'hui, quand on enlève la mensualité, quand on enlève le coût de l'électricité, quand on enlève le coût du gaz, quand on enlève tous les coûts, je me disais, je fais ça et je gagne 200, 250 euros de plus, enfin en plus de mon salaire, quoi. Donc ça me faisait un complément de revenu, mais c'est vrai que j'en vivais pas. Et je me suis dit, plutôt qu'à me démener, j'aime bien l'expression comme un dingue, ici c'est très dunkerquois cette expression, mais plutôt que me démener comme un dingue pour 200 euros, je me suis dit comment je peux me démener comme un dingue, mais que justement ça me permette d'en vivre. Et c'est comme ça qu'est venu le haut de gamme. Et aujourd'hui, alors j'ai moins de problématiques dans les locations, les logements sont rendus plus propres. Et en plus de ça, aujourd'hui, ouais, ça me permet complètement d'en vivre et c'est ce à quoi je me dédie complètement, ouais, tout au long de l'année. OK, bon, en tout cas, déjà merci. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés à venir sur Dunkerque et puis, profiter de tes locations, donc on mettra, ton site internet sous, la description de cette vidéo. Et ce que je voulais évoquer aussi avec toi avant qu'on termine cet entretien, c'est que tu me disais en off avant qu'on commence et que tu vas ouvrir une conciergerie sur Dunkerque. Donc est-ce que tu peux nous dire, bah, voilà, pourquoi tu as eu l'idée d'ouvrir déjà une conciergerie? Est-ce que ça va être une conciergerie haut de gamme ou plutôt ou non, voilà, tout simplement. Et bah, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport aux prestations que tu vas pouvoir mettre en place dans cette conciergerie sur Dunkerque? En fait, alors pour répondre à la question du haut de gamme, pas haut de gamme, oui, ce sera une conciergerie haut de gamme. Je reste dans la même optique justement que ce que je fais pour mes logements. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. Déjà, clairement, c'est une question aussi d'image. Forcément, mes logements sont, et ce sans aucune prétention, hein, mais mes logements sont très bien notés sur les plateformes. J'ai envie de garder justement cette image de, voilà, on a envie de se faire plaisir, on a mis de côté, on a envie d'aller passer un week-end à la mer, mais vraiment de faire les choses bien. On va réserver chez lui, on va réserver dans la conciergerie ma location. Maintenant, si je prenais tout type de logement, j'aurais peur justement que cette image se dise ah bah oui, mais il y a des logements où il est très bien noté, des logements où c'est un peu moins bien noté, où ça a l'air un peu moins bien. Est-ce qu'on ne regarderait pas plutôt ailleurs? Je ne veux pas ce fait de se dire bon bah voilà, en prenant des logements plus communs,
je vais revenir sur des standards plus communs, sur un niveau plus commun. Et justement, je vais peut-être perdre aussi cette clientèle qui va dire, je me dirige ailleurs parce qu'il y a les mêmes offres ailleurs, parce qu'il y a à peu près des offres similaires. Et puis après, il y a aussi la question financière, hein, je n'ai pas de tabou là-dessus, où on se dit, bon, bah voilà, une conciergerie, c'est quand même énormément de travail, c'est énormément de responsabilités. Hein. Vous prenez quand même les clés de logement de personnes justement qui ont peut-être travaillé pendant 15-20 ans très dur pour pouvoir se payer cette résidence secondaire, pour pouvoir se payer cet investissement locatif. Donc derrière, il y a une certaine responsabilité aussi. Et c'est aussi pour ça que voilà, je souhaite rester sur du haut de gamme pour justement avoir et cette image de haut de gamme, ces prestations, et aussi pour le côté financier où je me dis voilà, je veux apporter un service de qualité, je veux que les clients, quand ils regardent, ils se disent ok, chez lui, on part tout de suite, que ce soit le mien ou l'appartement d'un propriétaire que je gère, mais je veux que ces personnes puissent se dire quand elles regardent le profil et les annonces, ok, chez lui, c'est sûr, ce sera très bien, on va être très bien, on va passer un très bon séjour. Concernant tout ce qui est prestations, je vais prendre les mêmes prestations que les miennes, à savoir petit déjeuner, à savoir le fait d'avoir un garage privé, un stationnement privé, le fait d'avoir justement des packs romantiques, des packs anniversaires, etc. Ouais, ouais. Je veux rester vraiment sur cette même ligne, sur cette même courbe de voilà, proposer du haut standing, du haut de gamme, pour que une fois qu'ils aient passé leur séjour chez nous, ils se disent d'accord, l'année prochaine, dans 3 mois, dans une semaine, on revient. Ok, bon. Est-ce que cette société de conciergerie, elle est déjà créée? Quand est-ce que tu vas la créer? Surtout s'il y a des gens sur Dunkerque qui sont intéressés, qui correspondent à tes critères, comment on peut faire pour pouvoir te contacter? Eh ben, tout simplement, alors cette société, elle est déjà créée. On est en train de rechercher le local pour pouvoir justement s'implanter sur Malo-les-Bains. Alors, ce n'est pas forcément simple de trouver un local commercial, surtout après comme ça l'été où ça a été très calme. Donc, on cherche, on espère justement ouvrir cette conciergerie pour début novembre. Je vais dire qu'au plus tard, début décembre, on sera ouvert parce que si on ne trouve pas le local qu'on souhaite acheter, on louera un local. Mais quoi qu'il arrive, on ouvrira avant la fin de l'année. Et vous pouvez me trouver également sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook et prochainement YouTube, où on mettra des vidéos des logements justement pour que les gens puissent s'imprégner du logement. Malocation, donc M-A-L-O apostrophe C-A-T-I-O-N. Malocation. Pourquoi Malocation? Malocation, une location, Malo-les-Bains. Voilà, Malocation. Je ne vais pas chercher plus loin. Non, mais là, ça c'est très bien trouvé, je trouve que c'est très bien. Ça se retient facilement, même si je me suis trompé en introduction. En tout cas, C'est pas grave. merci à toi pour cette interview. Donc, je Avec mettrai plaisir. dans la description de cette vidéo tes contacts pour que justement les gens puissent te contacter, soit pour ta conciergerie, soit pour venir séjourner à Dunkerque. Et puis, effectivement, Dunkerque, c'est une superbe ville. J'y ai vécu pendant 25 ans et effectivement, elle a une mauvaise image, mais c'est surtout souvent des gens qui n'y ont jamais été. Donc, si vous voulez y aller, allez-y avec grand plaisir. Et en tout cas, je te remercie encore une nouvelle fois. Et puis à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Ciao!